Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec notre formation. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui regarde la conception de la base de données de notre application. Précédemment, nous avons vu comment on pouvait définir les user stories. Nous avons vraiment passé du temps à voir comment, à partir donc du travail qu'on avait fait avec le client qui consistait à comprendre son besoin. À partir donc de cette compréhension du besoin, comment on pouvait venir avec le client et créer des user stories. Comprenez les gars que l'analyse et la conception d'une application est un domaine qui est tellement vaste qu'en lui seul, on peut y passer toute une playlist où on ne parle que de ça. Si cela vous intéresse, je pense que faites-le moi savoir, je verrai comment je peux faire pour avoir une playlist uniquement sur cet aspect-là. Mais en ce qui concerne cette formation, nous allons faire des choses un peu plus vite. Donc moi, j'ai déjà préparé des diagrammes UML, des modèles de Merise qui vont nous permettre au fait de rapidement comprendre déjà comment est-ce que j'ai pu faire la conception du moins de notre expression de besoin. Et donc, la partie qui va vraiment m'intéresser, c'est cette partie qui va vous permettre de matérialiser cette conception qui a été faite. Donc, nous allons parler premièrement du MCD, nous allons parler du diagramme de cas d'utilisation que j'ai mis en place et nous allons parler des diagrammes de classe, etc. que j'ai mis en place également. OK? Donc, c'est parti. Comme je le disais ici dernièrement, lors de notre précédente intervention, j'ai parlé au fait donc des user stories et on avait fait quelque chose de plus ou moins semblable. Donc, on avait des user stories, etc., etc. Donc, aujourd'hui, notre but, mon but, c'était de vous présenter, de vous montrer au fait ce travail que j'ai fait. Donc, ici, il s'agit d'un diagramme de cas d'utilisation. Les diagrammes de cas d'utilisation sont utilisés, comme je le disais précédemment, pour illustrer au fait les acteurs ainsi que leurs interactions sur notre système. Il permet au fait d'identifier quels sont les acteurs qui interagissent avec notre système et quand ils interagissent pour accomplir quelle action. Donc ici, on va plus ou moins prendre, donc j'ai repris les actions qui étaient énumérées dans les user stories ici à ce niveau et ce sont ces actions-là au fait que j'ai mis ici, que j'ai regroupées en domaine. Donc, nous avons la gestion clientèle, la gestion de l'inventaire, location, reporting, etc. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons deux types d'utilisateurs, ok? Donc, deux types d'acteurs. Nous avons le manager et puis nous avons l'employé. Bien évidemment, on va avoir d'autres types peut-être d'utilisateurs, comme par exemple l'administrateur qui va ajouter les comptes. Mais bref, je n'ai pas voulu mettre ça ici. On peut considérer l'administrateur comme étant un acteur pour les besoins de fonctionnement de notre système. Mais ça n'a rien à voir avec les acteurs qui sont définis dans le cadre des user stories que nous avons mis ici. Là, okay? Ici, on avait principalement l'employé et puis on avait le manager. Donc, ici, j'ai regroupé au fait les fonctionnalités qu'un employé et un manager pourront accomplir. Donc là, à l'aide de ces flèches que vous voyez là, donc ces flèches ici permettent au fait de lier au fait l'acteur à l'action qu'il peut accomplir dans notre système. Donc le rectangle ici que vous voyez constitue notre système. Donc là, au niveau de la gestion clientèle, c'est plus ou moins les mêmes choses que ce que nous avons au niveau de la user stories que j'ai défini ici là, mais j'aimerais juste vous montrer que chacune de ces actions que l'utilisateur peut accomplir, donc en l'occurrence ici l'employé, lorsqu'il veut consulter les informations d'un client, vous voyez que là il y a des pointillés qui viennent et ces pointillés là au fait en réalité sont redirigés à ce niveau-ci. Donc ici il s'agit au fait tout simplement d'une association, au fait d'une relation d'inclusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour qu'un employé consulte les informations d'un client, il faudrait d'abord que cet employé s'authentifie. Donc, c'est une obligation. Sans l'authentification, eh bien, l'employé ne pourra pas consulter les informations d'un client. Donc, c'est plus ou moins ce que j'ai reproduit sur l'ensemble de notre diagramme ici. Donc, quasiment toutes les fonctionnalités nécessitent une authentification avant tout. OK? Et une fois qu'un employé est authentifié, eh bien, pour certaines fonctionnalités, il faudrait que cet employé ait les droits requis. C'est exactement ce qu'on avait ici là.
ayant les droits requis. Donc, je suis employé de l'entreprise, ayant les droits requis, je souhaite être en mesure d'ajouter ou de faire ci ou de faire ça. Donc, c'est la même chose que ce que nous avons représenté ici. Sachez qu'en matière de diagramme de cas d'utilisation, il y a au fait des principes qu'il faudrait connaître, d'accord? Donc, ces principes-là, au fait, vont vous permettre de représenter ces choses-là. Donc, je ne suis pas en train de mettre des choses ici au hasard. Je suis en train de respecter, au fait, comment on va dire ça, les principes qu'il faut respecter pour pouvoir bien faire un diagramme de cas d'utilisation. Donc, je ne vais pas ici expliquer dans les détails tout ce que j'ai fait ici, mais j'aimerais que vous ayez une idée, au fait, de comment est-ce que ça se présente et on pourra peut-être aborder ce genre de thématiques un peu plus approfondies plus tard. Donc, le but du diagramme d'utilisation, c'est vraiment de donner un overview de votre application. C'est vraiment de donner, je peux à partir de ce diagramme expliquer à quelqu'un qui n'est pas technique qu'est-ce que mon application va faire. Donc, quelqu'un qui n'est pas technique, à partir de ce diagramme, pourra comprendre que bien tiens, le manager pourra encaisser, en fait, on va dire quoi, encaisser un paiement. Alors là, encaisser un paiement, ça c'est, il n'y a pas que le manager, mais il y a aussi l'employé qui peut le faire. Alors j'ai oublié de mettre une relation à ce niveau, mais bon, je vais le mettre à jour. Et on a consulter, donc il peut consulter les décaissements effectués. Et lorsqu'on encaisse un paiement, eh bien, nous avons une relation, en même temps, nous avons une relation d'inclusion. De la relation d'inclusion conduit à l'authentification ici. Donc, le manager doit d'abord s'authentifier. Et nous avons la relation d'extension, au fait, veut tout simplement dire lorsque cette action est déclenchée, eh bien, il y a une autre action qui est déclenchée, donc qui est celle de délivrer le reçu. Donc, c'est exactement ce que nous avons défini dans les user stories ici là. Donc, une fois que le diagramme de cas d'utilisation est fait, donc, il ne nous reste plus qu'à matérialiser au fait notre application, notre conception en utilisant d'autres diagrammes. Ok, donc je vais donc vous présenter d'autres diagrammes ici. Donc nous avons le premier diagramme ici. Il s'agit au fait d'un MCD, donc un modèle conceptuel de données. Ici, j'ai réfléchi par rapport aux user stories que nous avons élaborées dernièrement. J'ai réfléchi ici sur les différentes entités que mon application va avoir. Donc, les entités, au fait, prenez-les comme étant au fait des caisses dans lesquelles on va stocker les informations de notre logiciel. Là, je le dis vraiment de manière très basique. Mais je crois que vous avez plus ou moins un niveau là-dessus. Donc, vous allez certainement comprendre ce que je suis en train de dire là. Donc là, ce sont en fait des tables. Dans une base de données, il y a des tables. Les tables sont comme des documents dans lesquels on stocke les informations. Donc, nous aurons en fait une table article qui va stocker les informations de nos articles. Donc, on aura le nom de l'article, le numéro de série, est-ce que l'article est disponible, l'image de l'article, bref, la date de création, etc. Donc, un article est de type article. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu matérialiser par cette relation? En fait, par cette relation, je me suis dit, puisque l'entreprise gère plusieurs articles, l'entreprise fait la location des voitures, la location des appartements, la location du matériel audiovisuel, etc. Donc, je ne peux pas créer une table, par exemple, voiture, vidéo, etc. Je dois trouver un moyen d'avoir une seule table, mais de les différencier. Un moyen de différencier les articles. Dire que cet article, il s'agit d'une voiture, cet autre article, il s'agit d'une maison, etc., etc. Donc, voici ce que moi j'ai fait ici. Ce que moi j'ai fait ici, j'ai défini ici ce qu'on appelle par une relation entre la table article et type article. Donc, type article ici, c'est dans cette table qu'on va enregistrer les différents types de nos articles. Donc, on aura par exemple voiture et donc on pourra par la suite ajouter des articles du type Toyota, ceci, RAV4, etc. On aura par exemple ici là projecteur ou bien caméra. Donc, on aura beaucoup de types ici. Et c'est lorsque nous aurons des types que nous allons finalement ajouter nos articles. Et on peut ajouter à un type d'article des propriétés. Donc, de façon dynamique, lorsque j'ajoute par exemple une voiture, il faut que la voiture ait des caractéristiques bien précises. Étant donné que nous sommes en train de travailler ici avec des entités qui peuvent prendre plusieurs formes, donc cette table propriété article
va tout simplement regrouper l'ensemble des propriétés qu'un article peut avoir par rapport à son type. Donc, si ici je veux ajouter une voiture et que pour la voiture j'ai envie d'ajouter par exemple les informations comme le kilométrage, la couleur de la peinture, etc. Eh bien, c'est dans cette table que je veux associer au type article voiture les différentes propriétés qui sont obligatoires ou non, ou qui ne le sont pas, que finalement à l'ajout de l'article on pourra les renseigner. Donc, ça permettra d'avoir vraiment de façon dynamique au fait de gérer ce cas-là, ce cas de figure. Donc là, vous voyez, il y a des relations. Les 0 et les n et les 1 que vous voyez là, ça s'appelle des cardinalités. Donc, je n'ai pas suffisamment le temps de bien expliquer cela. Moi, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, du moins pour cette formation, parce que le but principal, c'est que vous développez avec Laravel 8 et LiveWire. Donc, je ne vais pas m'atteler vraiment sur les règles de conception. Mais par contre, ce que moi j'aimerais que vous soyez capable de faire, c'est lorsqu'on vous remet un fichier de ce genre, que vous soyez capable, vous autant que développeur, de développer, donc de créer une base de données qui correspond à cette conception qui a été faite ici. Et donc ça, c'est vraiment le but visé par rapport à cela. À côté du diagramme, donc à côté du MCD, donc le MCD c'est un modèle de Merise que moi j'utilise beaucoup pour justement regarder les relations qu'il y a entre les différentes entités. Après le MCD, nous avons aussi le diagramme de classe. Donc ça c'est un diagramme de classe, ça c'est un diagramme de UML qui montre plus ou moins la même chose, ok, mais avec un langage qui est totalement différent et une traduction totalement différente des cardinalités. En fait, ici, quoique ça veut dire les mêmes choses, cependant, on ne va pas lire les cardinalités dans le même sens. Et nous avons finalement le diagramme, donc le MLD, qui est un modèle logique de données. Ça permet au fait de regarder par rapport aux relations que nous avons définies au niveau de notre MCD, quelles sont les tables ou les propriétés, les champs qui vont migrer sur nos relations. Ça permet vraiment de regarder un peu comment est-ce que, on va dire, la structure des données, en fait, comment est-ce que la structure des données de nos tables sera décrite, ok? Donc ici, par exemple, on montre bien que tarification, ici, de par le fait qu'il est en relation avec la durée de location, donc j'aurai bien et bien une autre table tarification avec des propriétés, donc des clés étrangères qui vont pointer vers ces deux tables-là. Donc voilà un peu les amis, vous aurez tous ces fichiers-là. Donc pour ce qui concerne la vidéo de maintenant, nous allons nous appesantir sur le MCD. Je vais vous expliquer au fait quelques petites règles de cardinalité ici pour que l'on puisse comprendre à chacune de ces règles-là quelles sont les tables qui sont associées et comment on va gérer au fait tout cela. Donc c'est très important, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Ça vous permettra au fait d'avoir une vue sur l'ensemble des différentes tables que nous aurons au final. Parce que là, rassurez-vous que nous aurons beaucoup de tables et que les entités en jaune ici que vous voyez. Donc déjà, lorsqu'on vous remet un schéma de ce genre et lorsque vous voyez une relation de 1,1, donc 1, 1 et 0n, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, un article est de type, donc un article peut être de type article une seule fois. C'est-à-dire qu'un article peut en même temps avoir un seul type d'article. C'est-à-dire si je veux ajouter un téléphone, le téléphone peut être de catégorie ou bien de type, on va dire, voilà, téléphone. Nous avons téléphone comme étant le type et nous avons par exemple Huawei ou bien Samsung S3 comme étant notre article. Donc, lorsqu'on ajoute dans notre base de données, au niveau de notre application, lorsqu'on va insérer par exemple Samsung Galaxy S3, on va choisir le type de notre article ici, on mettra par exemple téléphone. Donc un article, un Samsung Galaxy 3 ne peut être à la fois que d'un seul type. Il ne peut pas à la fois être de type téléphone et puis en même temps du type télévision. Ça ne se fait pas. Donc c'est ce que cette relation veut dire. Et comment on le lit sur Merise? On le lit en mettant les cardinalités du côté de l'entité. Donc l'article ne peut avoir qu'un seul type article. Mais un type d'article peut avoir plusieurs articles, c'est-à-dire qu'un téléphone peut avoir plusieurs marques. On peut avoir des téléphones, donc Huawei, Samsung, ZTE, on peut avoir Nokia. Par contre, Nokia ne peut être que de type téléphone. Il ne peut pas être à la fois de type téléphone, voiture et immobilier. Donc, c'est cette relation que nous avons matérialisée ici. Et lorsqu'on matérialise une relation et qu'on se retrouve avec une cardinalité de 1,
donc de 1 avec une multiplicité donc de 1,1 ici 0n, cela sous-entend que entre les deux tables, il y aura une table dont la clé primaire va migrer dans l'autre. Ici, en l'occurrence, eh bien, on prend au fait la clé primaire de la table qui est dominante. C'est cette clé suivante-là, la clé primaire qui est là, qui va migrer au niveau de l'article. Donc, cela sous-entend que article aura en finalité, article va avoir à ce niveau-là un autre champ, ID type article qui viendra s'incruster ici là. Donc, c'est le cas par exemple pour beaucoup d'autres relations ici. Par exemple, au niveau de la relation type article et on va dire type article et propriété article. Vous voyez ici, on a une même relation, on a 0n ici et puis on a 1,1. Donc, c'est l'ID, c'est l'identifiant de cette table-là ici qui va migrer à l'intérieur de cette table-là. Ok? Donc, juste pour illustrer mes propos, donc j'étais en train de dire que c'est l'identifiant, cet identifiant-ci. Hein. Donc, c'est cet identifiant-là, cet identifiant qui va donc venir ici et il va venir s'insérer à ce niveau-là. Donc, lorsque vous avez une relation de ce genre, donc l'identifiant va migrer sur la table qui est dominée ici. Donc, ici, nous avons une relation de 0 à plusieurs. Ici, nous avons de 1 à 1. Donc, cette table est minoritaire. Donc, c'est la table qui est dominante. Finalement, la clé primaire de cette table qui va migrer. Et donc, c'est la même chose que nous allons faire à ce niveau. Donc, là aussi, cette ID-là viendra ici. Donc, quand on va former une autre table, on aura la migration de l'ID. Ensuite, en ce qui concerne la durée location ici, donc plutôt on va descendre, on va venir au niveau donc du client. Le client peut faire une location, ok? Donc, étant donné que le client ici a 0 et 1, donc un client peut ou ne pas faire une location. Okay? Et une location ne peut être effectuée que par un seul client. On ne peut pas avoir deux clients qui font la même location. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez tous les deux la même carte d'identité. Ce n'est pas possible. Donc, étant donné que nous avons plus ou moins les mêmes cardinalités qui reviennent ici, donc c'est l'identifiant ici du client qui va migrer au niveau de la table location. Donc, on aura ici un identifiant ID client. Donc, c'est la même chose que ce que nous allons faire ici. Donc, un utilisateur peut effectuer un paiement. Donc, ici, au niveau de l'utilisateur, on aura aussi donc, la même chose, l'ID qui va migrer ici. Et là, c'est cet ID-là, au fait, qui va venir migrer là. Donc, ainsi de suite. Donc là, pour des relations de ce type, nous avons vu plus ou moins la règle. Nous allons passer finalement à la deuxième relation. Donc, nous avons fini avec l'ajout de l'article. On va parler maintenant. Une fois que l'article est ajouté, comment on fait pour faire la location? Eh bien, un client va faire une location. Une location a besoin au fait de l'article qui a été loué. Donc, ici, entre location et l'article, on a besoin de savoir, pendant que nous voulons effectuer une location, quels sont les articles qu'on veut louer. Donc, nous avons ici une relation de plusieurs à plusieurs. Donc, je m'explique. Un article peut ou ne pas être loué et une location peut être demandée pour plusieurs articles. Donc, nous avons une relation ici, on regarde ici, nous avons une relation de NN. Donc, quand vous voyez ici N, la partie de gauche N, et là aussi vous voyez N, nous avons une relation de plusieurs à plusieurs. Et lorsque nous avons une relation de plusieurs à plusieurs, nous devons créer une autre table intermédiaire ici. Cette table intermédiaire-là va enregistrer l'identifiant de l'article et l'identifiant de la location. Donc, ici, nous aurons une table. Nous aurons une table à ce niveau-là. Donc, cette table-là va enregistrer les deux informations. Donc, l'ID de la location va migrer sur cette table et puis nous avons l'identifiant de l'article aussi va migrer sur la même table. Voilà. Ensuite, une fois qu'on connaît les articles qu'on veut louer, une location a aussi un statut. On veut savoir est-ce que c'est en cours ou bien ça a été déjà réglé ou bien ça a été annulé. Donc, une location qui est en cours, c'est une location pour laquelle le client a déjà payé une certaine somme. Mais une location qui est en attente, c'est une location pour laquelle on a fait tout simplement la réservation mais sans avoir payé quoi que ce soit. Donc ici, si on regarde ici à ce niveau, nous avons une relation de 1 à plusieurs. Donc cela sous-entend que l'identifiant du statut location doit migrer ici là, comme pour les autres cas là-bas.
Ensuite, une location peut être effectuée par un utilisateur. Donc, la différence qu'il y a entre client et utilisateur ici, c'est que l'utilisateur, ça peut être soit c'est un employé, ok, de l'entreprise. Ça peut être un employé, ça peut être un manager. Par contre, le client, c'est la personne qui vient louer un matériel. Donc, lorsqu'on loue un matériel, évidemment, on s'adresse à un employé de l'entreprise. Et nous, on aimerait savoir que cette location a été effectuée par tel employé de l'entreprise. Donc, voilà pourquoi nous avons une relation entre l'utilisateur et la location. Et ici, regardez encore, nous avons ici 1 à N. Cela veut dire que la clé primaire, donc ID utilisateur ici, doit encore venir migrer ici. Là. Donc, si vous remarquez bien, location va avoir l'identifiant du statut, il va avoir l'identifiant de l'utilisateur, il aura l'identifiant en même temps du client. Ok. Ensuite, une location peut être payée. Donc, parce qu'on a loué quelque chose, on va effectuer un paiement donc, pour notre location. Donc, une location peut ou ne peut être payée. Et ici, on a un paiement ne peut être effectué que pour une location. On ne peut pas faire un paiement pour plusieurs locations à la fois. Non, non, non. Donc, on va régler chaque location de manière séparée. On ne va pas gérer un regroupement de locations. Donc, ici, étant donné que nous avons une relation de 1 à plusieurs, donc le même type de relation, donc la clé de la location va migrer au niveau des paiements. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, cette clé-là va migrer à ce niveau-là et nous aurons une clé dans cette table ID location. Ensuite, nous avons un utilisateur peut ou ne pas avoir un rôle. Ok. Donc, un utilisateur peut avoir 0 ou plusieurs rôles. D'accord. Quand on ajoute un utilisateur dans notre système, on peut lui donner aucun rôle comme on peut lui attribuer plusieurs rôles. Et un rôle donc, peut avoir plusieurs utilisateurs on peut avoir plusieurs utilisateurs qui ont le même rôle. Donc, nous avons ici une relation de NN, donc une relation plusieurs à plusieurs. Donc, cela sous-entend que nous aurons une table ici. Donc, le procédé que vous voyez là, en réalité, va constituer une table. Et cette table-là va avoir l'identifiant de l'utilisateur et va avoir l'identifiant du rôle. Donc, les deux identifiants vont migrer dans cette table. Ensuite, nous avons l'utilisateur peut avoir plusieurs permissions et une permission peut être accordée à plusieurs utilisateurs. Donc là encore, nous avons la même relation NN. Donc les deux, là, nous avons la clé primaire, donc ID utilisateur qui va également migrer ici. Et de même, ID permission va faire de même. Ok. Donc voilà un peu les amis déjà à ce niveau. Je pense que nous avons parcouru plus ou moins le tout. Alors il reste ce côté. Ok. Donc nous avons un article peut avoir plusieurs propriétés. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, une voiture aura d'autres propriétés qu'une maison n'aura pas, qu'un vidéoprojecteur n'aura pas. Donc on a une relation ici de N à N. Ok. Donc là aussi, cela sous-entend que nous allons avoir notre table okay, pour laquelle donc l'identifiant de l'article va migrer ici. Et là aussi, nous aurons l'identifiant qui va migrer là. Donc voilà, il va migrer au niveau de cette table. Ensuite, comment on fait pour qu'on sache comment on fait pour savoir que cette location va coûter tant au client? Eh bien, les articles doivent être tarifés. Lorsque vous venez pour louer par exemple une caméra, il faudrait qu'on te dise, bon, la caméra, la journée, elle coûte tant. Donc ici, nous allons considérer que toutes les locations, on va tarifer nos articles en journée. Donc, on ne va pas avoir une tarification pour les heures. On ne dira pas, par exemple, une heure va te coûter tant, mais on dira la journée va coûter tant. Et si tu as utilisé la caméra pour 5 heures, ben, on pourra faire le calcul pour déduire combien tu vas réellement nous payer. Donc ici, on dit un article peut avoir plusieurs tarifs, ok? Et une tarification ne concerne qu'un seul article à la fois. Donc ici, nous avons déjà une relation ici de N, de one to many, donc un à plusieurs. Et comme la règle le dit, eh bien c'est l'article, donc c'est l'ID, l'identifiant de l'article qui va migrer. Donc cet identifiant-là, je vais mettre son relation là, voilà. C'est cet identifiant-là qui va venir migrer ici. En même temps, nous avons, étant donné qu'on peut avoir plusieurs tarifs pour un article, donc on peut dire par exemple 24 heures va te coûter tant, mais si tu fais une location d'un mois, bah, ça va se coûter tant parce qu'il y a une réduction. Donc, on peut définir les durées de nos locations. Ok? Quelles sont les durées de nos locations? Si on peut définir pour une voiture,
La location, par exemple, de 24 heures va coûter tant. La location, si c'est par exemple 2 jours, le prix sera différent. Si c'est une location qui va aller jusqu'à un mois, le prix aussi sera différent. Donc ici, c'est ici qu'on va définir cette relation, c'est ici qu'on va matérialiser cela. Ok? Donc nous, dans notre solution, on va donner la possibilité d'ajouter les tarifs à nos différents produits. Ok? On ne va pas figer les choses, on ne va pas garder ça fixe ou bien on ne va pas les garder figés. Mais on va donner la possibilité à nos utilisateurs de la solution d'ajouter les tarifs aux produits de façon dynamique. Donc là, nous avons une relation donc N1, donc one to many, et donc c'est la clé de durée location finalement qui va venir ici. Là. Voilà un peu les amis, en gros, comment est-ce que va se comporter notre solution. Et si vous remarquez bien, tout ce que je viens de matérialiser avec notre diagramme, notre MCD ici, c'est ce qui est matérialisé avec notre MLD. Donc, vous voyez très bien que, comme je le disais tantôt, par rapport à certaines choses que j'ai matérialisées ici, ici par exemple, j'ai expliqué que l'ID de l'article devait venir au niveau de la tarification. Eh bien, c'est exactement ce que vous voyez ici là. Donc, la tarification va récupérer l'identifiant de l'article ici là. On aura au niveau de la table tarification, on aura non seulement le champ prix, on aura le champ ID durée location, ID article. C'est exactement ce que nous avons matérialisé par cette relation. Vous voyez qu'ici, la clé primaire migre ici. Là aussi, nous avons la clé primaire qui migre ici. Donc, avec le LMD, le MLD, on a la possibilité de voir un peu les différentes migrations qui s'effectuent sur les différentes tables comme ça. Donc, en gros, nous aurons dans notre application approximativement 16 tables, voire peut-être même 17 ou 18. Donc, une chose à savoir, c'est que lorsqu'on fait ce genre de conception, on ne sera pas toujours précis, ok? On ne sera pas toujours précis à 100%. Il peut arriver que lorsque nous allons implémenter, on va essayer de modifier un peu certaines choses par rapport à certains comportements que nous voudrions avoir au niveau de notre application finale. Donc, ne vous fiez pas à 100% à cela. Mais déjà là, nous avons fait 80% du boulot et c'est vraiment dans l'implémentation que nous allons regarder quelles sont des choses peut-être à ajouter. Donc voilà les amis, nous avons plus ou moins regardé. Je tenais à ce que vous puissiez voir cela, juste pour avoir une idée, pour comprendre comment j'ai réfléchi pour mettre en place ce genre de choses. Mais au fur et à mesure que nous allons développer, au fur et à mesure que nous allons coder ce MCD là, que vous voyez là, nous allons le matérialiser. On aura une base de données avec les tables qui vont avec. Je vous montrerai comment avec Laravel, on va créer des migrations, on va migrer nos tables, on va interagir, on va connecter les tables. Ça sera très intéressant. Et la dynamicité que je prévois dans cette application est telle que je pense qu'après cette formation, vous allez avoir le goût des applications complexes. Parce qu'il y a quand même une certaine complexité que j'ai ajoutée dans cette solution. Donc, restez connectés. Je vous en prie de prendre connaissance de ces fichiers. Je vais les mettre sur GitHub. Le lien sera au niveau de la description. Donc, restez connectés. Prenez le temps d'étudier ces fichiers, de comprendre tout ce qui a été fait. Et la semaine prochaine, nous allons débuter avec le code. On va commencer avec notre projet Laravel de façon proprement dite. On va créer des tables, on va faire plein de choses déjà la semaine prochaine. C'était la partie la plus longue et la plus complexe à faire. Donc, je n'ai pas voulu étaler cela au niveau de cette formation au tout début. Mais sachez que si vous êtes intéressé à connaître plus sur l'analyse, on pourra avoir des temps à part entière où on va discuter uniquement sur cet aspect de choses. Il y a tellement de choses que l'on peut faire. Mais moi, ce que je vous demande aussi lorsque vous faites l'analyse, ce n'est pas aussi de rester longtemps dans l'implémentation de tous les diagrammes possibles. Vous n'avez pas besoin de tous les diagrammes. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu juste besoin d'un MCD et d'un LMD et d'un MLD. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le prononcer. Et voilà. Aujourd'hui, voilà, on peut déjà finaliser le développement de cette app. Donc voilà, je vais m'arrêter par là. Les gars, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, partagez. Et la semaine prochaine, on va vraiment débuter avec code. Ok? Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.